Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Salut la compagnie, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Un épisode dans lequel nous allons parler du deuil et du pouvoir de l'art sur celui-ci. Plus concrètement, il sera aujourd'hui question de poésie, d'écriture et de dessin. Bref, un épisode qui est en lien direct avec ma série d'entretiens sur l'art en tant que thérapie. Je vous renvoie, si vous souhaitez les découvrir, vers les épisodes 14 et 15 de ce podcast. Mon invitée s'appelle Isabelle Paoletti. Elle est autrice et dessinatrice sur des objets recyclés. Lors de la maladie de son mari, puis du décès de celui-ci, elle a livré ses ressentis et son expérience du deuil dans des poèmes qu'elle a ensuite rendus publics. L'art comme exutoire et comme moyen de surmonter une douleur, c'est notre sujet du jour. Bonjour Isabelle, Bonjour Alex. comment ça va ? Écoute, ça va bien, un peu stressée, mais très heureuse d'être reçue par toi. Eh ben avec grand plaisir, tu es la bienvenue sur ce podcast. Merci. Isabelle, est-ce que tu peux imaginer être un héros de l'histoire ? Waouh! J'aurais bien aimé être Martin Luther King et puis réussir à faire de grandes choses comme lui et peut-être même un peu plus loin. Est-ce que ça va te suffire? Oui, mais du coup, j'ai envie de savoir plus loin où ou plus loin Euh, quoi, plutôt. Dis donc, lui, ça s'est arrêté quand même très très tôt, mais pouvoir faire que le monde soit un peu plus tolérant, que tout le monde s'accepte comme il est, ça serait quand même génial. Et malheureusement, il s'est fait couper les ailes. Donc, on va dire que j'aurais été Martin Luther King sans les ailes coupées. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de qui tu es, de comment tu en es venu à l'écriture ? J'ai eu beaucoup de vie, hein, puisque je suis plus toute jeune. J'ai toujours eu un parcours, d'aide. J'ai bossé, avec, des personnes sourdes, j'ai bossé avec des personnes en situation de handicap. Et puis un jour, on va dire que j'ai eu un événement, plutôt très douloureux, parmi d'autres. C'est-à-dire j'ai eu la maladie de mon mari et le décès de mon mari et là, en fait, il a fallu que j'écrive. Il a fallu que j'écrive, c'était mon seul moyen d'expression. J'avais toujours écrit, en poésie, mais là, ça a été beaucoup plus, intense et hem et on m'a demandé de partager ça, en fait, puisque c'était des choses c'est la psychologue qui me suivait qui m'a dit: «C'est quand même des choses qui reflètent des émotions, réelles, ça serait bien de partager pour les gens qui sont pas capables de les écrire». Et c'est là que j'ai entamé un parcours, d'autrice. J'ai cherché un éditeur, qui a eu envie de me publier, ce qui a été fait mais j'ai eu encore plus besoin de m'exprimer à travers l'art, parce que c'était ce qui me servait d'exutoire et qui faisait vibrer un peu ma vie, on va dire. J'ai découvert le dessin, j'ai découvert plein de choses, à travers le dessin et hem et je me suis dit: En fait, j'ai beaucoup aidé les gens jusqu'ici, maintenant je vais m'aider un petit peu moi parce que c'est de ça dont j'ai besoin, au travers de l'art puisque ça n'était que ça qui me faisait me lever le matin, on va dire et je suis encore dedans donc j'ai essayé, vu que je produisais énormément de choses, de les diriger vers, l'autre, de les offrir à l'autre et un jour, je me suis dit: «Je vais pas pouvoir qu'offrir, il va falloir que je trouve une destination à tout ce que je fais». Et j'ai décidé de créer une auto-entreprise, en fait,
qui achètent du matériel essentiellement en ressourcerie parce que je trouve que c'est idiot d'aller acheter quelque chose de neuf alors qu'on peut donner une deuxième vie à des objets très beaux. Et c'est comme ça que je m'exprime en fait, et j'essaye de revendre. C'est pas l'objectif premier, c'est vraiment de générer des émotions auprès des gens et de créer un échange. Et voilà, et donc aujourd'hui, ma vie, c'est l'écriture, le dessin et le partage. C'est-à-dire sur la dernière partie, tu disais donc tu récupères des objets en ressourcerie et tu les revends, c'est ça? Exactement, exactement. En fait, je fais des marchés de Noël, des marchés artisanaux et moi j'achète, bah, ce qui m'inspire en fait. Je ne marche qu'à l'inspiration, c'est-à-dire je suis, 2 fois par semaine à la ressourcerie, d'Épernon, chez Ressourcez-vous et tout ce qui m'inspire, je le prends et je dessine dessus et ensuite j'essaye de les revendre. Pour l'instant, je ne revends pas autant que j'achète, donc ma maison est pleine, mais en tout cas, j'ai plein de choses à faire, selon mon inspiration et c'est ce qui me fait du bien. Voilà et puis, ben, ça se développe tellement, mon goût du dessin que j'explore ce qu'on appelle une méthode de dessin qui s'appelle le Zentangle, qui est du dessin, qu'on pourrait avec une philosophie assez, particulière qui est, s'accorder du temps, ne pas chercher la perfection, mais vraiment, se donner du temps avec soi-même, dans le dessin, dans des choses très, très répétitives, mais qui permettent de rentrer dans un espèce de flow méditatif qui fait beaucoup de bien. Je me spécialise là-dedans. Je pense passer une certification parce que l'objectif plus tard sera de proposer des ateliers à des enfants, à des personnes en situation de handicap, et cetera, pour leur permettre de découvrir cette méthode, qui rend bien zen. Je reviens sur cette histoire d'objet parce que j'ai besoin de comprendre quel est l'intérêt du coup de passer par toi plutôt que par la ressourcerie à ce moment-là. C'est qu'il y a ma petite signature, c'est qu'il y a des dessins et que j'ose espérer que les gens qui rachètent, ce que j'ai fait, ben, ils y voient, voilà, je vais avoir dessiné des bonsaïs, je vais avoir dessiné des fleurs, je vais avoir fait quelques motifs qui vont faire que, la tasse, le vase, enfin n'importe quoi sur lequel j'aurai dessiné sera quand même, beaucoup plus personnalisé. Il y aura une petite marque de fabrique, quoi. Ah oui, tu les customises. C'est... Ah J'avais voilà, pas ouais. compris cette partie-là. Ok, Voilà, en fait, je d'accord, ok. dessine dessus selon mon inspiration et c'est vraiment, voilà, je vois l'objet et je sais déjà que je vais dessiner ça ou ça, et c'est super agréable pour moi et a priori, les gens qui les achètent en tout cas, sont heureux et me disent que c'est pas kitsch, comme d'habitude, que c'est très joli. T'avais déjà une production artistique avant le décès de ton mari? Eh bien, j'ai toujours écrit des poèmes. J'ai toujours écrit, et toujours de la même manière, c'est-à-dire en alexandrin et depuis que j'avais, 17-18 ans. Donc j'écrivais pour mes proches, j'écrivais, pour moi-même, mais jamais à destination de quoi que ce soit, en fait. Ça ne m'était jamais, venu à l'idée, c'était juste, quelque chose qui me faisait du bien et un partage. Je savais que les gens étaient, touchés par ce que j'écrivais, point final. Et maintenant, ben, non seulement j'ai publié un recueil, mais je continue à écrire énormément et sur des choses quand même beaucoup plus gaies, que ce que j'ai abordé dans mon recueil et je voudrais un jour ou l'autre le décliner en chanson, en format chanson et voilà, je trouve quelquefois des airs sur mes nouvelles, poésies et je suis en contact avec quelques artistes autour de moi qui un jour pourraient peut-être, poser leur voix sur mes mots, ça serait super. Aujourd'hui, tu estimes que tu as transcendé ton deuil grâce à l'art? Je suis sortie j'ai survécu grâce à ça, ça a été un fabuleux moyen d'expression et je dirais qu'aujourd'hui, je reviens à la vie par rapport à ça et que, oui, j'ai non seulement j'ai survécu, j'ai sublimé ça et je pense que si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Donc c'est, formidable pour moi. C'était il y a combien de temps cet événement? Alors la maladie, elle date de 2018. J'ai commencé à vraiment écrire en 2019 et mon mari est décédé en décembre 2020. Voilà et c'est là que ça a été en fait, c'est là que j'ai le plus écrit. C'est en janvier 2021 qu'on m'a demandé de partager ça, que j'ai cherché un éditeur et on a publié. Ça a été un joli cadeau quand même parce qu'il a été édité pour la fête des mères l'an dernier.
Voilà, donc c'était quand même un très, très beau cadeau, que j'ai eu. Et le nouveau cadeau, si je peux t'en parler, parce que je souhaite leur rendre hommage, c'est que, justement, j'aime me tourner vers l'extérieur. C'est comme ça que je m'en suis sortie, c'est-à-dire partager des choses avec l'extérieur. Et je participe à une super aventure depuis, un gros mois. Ça s'appelle les Magic Poppins et je suis très heureuse de mettre la lumière sur eux parce que c'est une association qui va dans l'hôpital de Rothschild jusque-là pour, proposer aux enfants malades des ateliers créatifs très simples, de scrapbooking un peu pour proposer à des enfants malades dans leur chambre de faire un petit tableau avec une photo d'eux et on est en train de développer ça à l'hôpital de Bullion et c'est un, je s enfin voilà, moi j'ai même les frissons en parlant, c'est une superbe expérience et c'est un bonheur fabuleux d'aller donner un tout petit peu de sourire à ces enfants donc si je peux faire un peu de lumière sur cette association qui ne vit que de bénévolat et de dons, c'est les Magic Poppins. J'aurais jamais vécu ça si j'avais pas traversé tout ce que j'ai vécu, donc c'est quand même formidable. Quel lien est-ce que tu fais entre l'art et le deuil? On est au plus près, au plus profond de ce qu'on vit, heu et ça ne peut sortir que par, un un canal artistique, en fait. C'est-à-dire que quand on est au cœur de la souffrance, heu, si on n'ouvre pas quelque chose, de plus haut, j'ai envie de dire, hem, on a du mal à s'en sortir et quand on ouvre cette chose, qui est au-dessus de nous, en fait, tout ce qui est artistique, pour une personne évidemment qui va avoir, quelques appétences, on va dire, au moins artistiques, hem ça nous permet de se construire autrement et de ne faire de sortir ce qui est à l'intérieur de nous, qui est très, très noir, sort par le biais de l'art de manière beaucoup plus colorée. Alors, j'ai reçu il y a quelque temps une art thérapeute sur ce podcast et elle me disait qu'en art-thérapie, il n'y a pas de dimension esthétique dans ce qu'on fait, qu'on est vraiment là, au contraire, pour se faire du bien. Toi qui avais déjà une production par le passé, qui a toujours écrit, qui est quand même dans une dimension, plus artistique au sens, 1 du terme. Comment est-ce que tu l'as vécu? Parce que là, du coup, tu étais à la fois dans quelque chose qui te faisait du bien et en même temps dans une production qui se voulait être, belle? Alors pas forcément, ça a toujours été, une production qui me faisait du bien à moi dans l'absolu. Il se trouve, que, à la rencontre des gens, on m'a dit que c'était beau. Et ça, c'était la cerise sur le gâteau, on va dire. C'était pas forcément l'objectif. L'objectif a été vraiment de faire sortir, moi, ce que j'avais besoin de sortir et j'ai écouté, hein, le podcast de cet art thérapeute et ce qui est très, très amusant, c'est que moi, pour l'instant, je t'ai dit, je m'occupe de moi parce qu'aujourd'hui, ça a été une nécessité, mais je dis en rigolant que, je m'art thérapeute pour l'instant et un jour, je serai art thérapeute. Également, parce qu'un jour, je vais retourner ça vers les autres, justement. Mais pour répondre plus précisément à ta question, s'il y a de la beauté au bout, c'est bien. Si ça parle à quelqu'un, c'est bien. Si ça suscite une émotion, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est que moi, j'ai sorti ce que j'avais à sortir. Et du coup, ce qui fait que tu l'as rendu public, ça a été le regard qu'ont porté les autres dessus et le fait qu'on te dise que c'était beau. C'est ça qui t'a poussé à le publier? Alors en fait, c'était que c'était beau. Alors c'est vrai qu'en fait, j'ai envoyé à ma sœur, à ma psychologue et à mes enfants pour qu'ils voient un petit peu, ce qui se passait puisque je n'arrivais pas à parler et c'est ma psychologue qui m'a dit, au-delà de la beauté, m'a dit: «C'est quelque chose qui décrit très exactement le processus de deuil que nous, on vit, du point de vue, médical». Et elle me dit: «Il y a énormément de gens qui ne sont pas capables de sortir ça, ça peut leur faire énormément de bien». Ce qui est a priori le cas, je ne vais pas te dire que mon recueil a un succès énorme, c'est-à-dire qu'on a vendu 100 et quelques, exemplaires, mais les gens me sont reconnaissants parce que
ça leur parle et c'est des émotions qui sont écrites de manière très, très simple. On n'est pas sur de la prise de tête, on est juste sur de la vraie émotion déposée sur du papier, quoi. Donc on m'a dit: «Il faut partager ça». Peu importe que enfin pour moi, c'était pas, je savais pas si c'était beau. On me disait que c'était magnifique. Bon, OK, tant mieux. Mais ça n'a pas été l'objectif. Et ça c'est pareil pour, le dessin, ça sera pareil si un jour mes poèmes sont des chansons, ça sera parce qu'ils auront suscité une émotion. Si je suscite une émotion et que des gens ont envie de travailler avec moi, ça sera un bonheur extrême. Sinon, c'est pas grave puisque moi je les ai écrits et que ça m'a fait du bien. Et les dessins, c'est pareil. Tu viens de résumer en quelques phrases ce qui est pour moi la définition de l'art. Donc, je te remercie parce que c'était très clair et je pense que ça peut se transposer à tout autre sujet que le deuil. Cette volonté de susciter une émotion et en tout cas d'exprimer l'émotion qui est à l'intérieur de nous, je trouve que c'est ce qui fait le cœur de la production artistique, donc merci. Ah ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, ça me touche. Est-ce que ça a permis aussi de délier la parole avec, tes proches? Alors je ne sais pas si elle était liée, hein, c'est moi qui improvise ça, mais c'est vrai que quand on perd quelqu'un, on a parfois du mal à discuter aussi avec les gens et là tu dis que tu l'as partagé, avec tes enfants, avec ta sœur. Est-ce que ça a permis de créer un dialogue supplémentaire à celui qui existait? Alors le deuil, c'est quelque chose de très particulier, donc je vais te dire qu'avec mes proches, mes enfants sont très, très j'ai 3 garçons qui sont très heureux que j'ai écrit ce recueil, ma sœur également puisqu'elle m'a encouragée. Pour le reste, je dirais que les gens sont un peu frileux. Je, mmh et c'est ils ont on n'a pas envie de livrer des choses de ce genre-là, donc je suis pas certaine d'avoir eu un accueil, extraordinaire au niveau de mes proches, voilà, qui avaient pas forcément envie que tout ça soit dévoilé. C'est plutôt par contre, je me suis créé un nouveau réseau de personnes qui vivent des choses de j'ai même une dame que j'ai rencontrée dans un train qui on a compris toutes les 2 qu'on était en deuil et tout et elle a acheté le recueil après et elle m'a appelée, «sœur de douleur» et elle a été très heureuse de ce que j'ai pu écrire. Mais je dirais plutôt sur des gens, qui sont pas de ma propre cellule, familiale ou plus exactement, les gens qui ont perdu mon mari, comme moi, je l'ai perdu, ont du mal avec ça. C'est pas grave, c'est un dommage collatéral. C'est vrai que quand on écrit sur des gens, qu'on connaît, j'avais vu, ou plutôt j'avais entendu plusieurs expériences d'auteurs qui racontaient en fait dans leurs, romans, dans leurs textes, comment ils parlaient de leur entourage et c'est vrai que parfois il y a des réceptions qui sont assez compliquées de la part de l'entourage parce que c'est difficile de se voir en personnage, dans un écrit en fait, j'ai l'impression. Je suis tout à fait d'accord avec toi, puis dévoiler des choses qui sont quand même qui révèlent de l'intime, de même si c'est pas de l'intime, enfin, c'est de l'émotion, c'est moi, j'ai quand même décrit j'ai parlé de mon mari en train de mourir, quoi. J'ai écrit un poème 1 heure après. Donc je pense que les gens, il y a des gens qui peuvent être, trop bousculés par, ce genre de choses et qui refusent, de mettre le nez dedans, on va dire. Bon, c'est pas grave. T'écrivais déjà pendant la période de la maladie de ton mari. Est-ce que tu étais pas trop vidé énergétiquement, je veux dire, pour pouvoir, écrire? Au contraire, je crois que c'est comme ça que j'ai tenu. C'est-à-dire que les quelques jours, quand on a su que vraiment, ça se précipitait, enfin de novembre à décembre, je crois que j'écrivais tous les 2 jours et si j'écrivais pas, je tenais pas. Puisqu'en plus, je ne pouvais même plus appeler ma famille, je ne pouvais plus prendre un téléphone, je n'avais plus envie de répondre. Moi, je voulais passer tout le temps précieux que j'avais à passer avec lui et c'est difficile de voir mourir quelqu'un, enfin voilà, c'est comme ça et si j'avais pas écrit, au contraire, là, je me serais écroulée. C'est vraiment, je ne sais voilà, c'est comme ça que j'ai tenu et c'est comme ça que j'ai tenu encore pendant plus d'un an après, au contraire. Quel message est-ce que tu as envie de transmettre aujourd'hui? Alors, le message que j'ai envie de transmettre, c'est que, quelles que soient les périodes de notre vie, hem, il faut garder le sourire. Alors moi, j'ai un petit tatouage qui dit «Smile», sur mon bras parce qu'il faut toujours le garder et quand on n'arrive plus à le garder, il faut se tourner vers les autres. Le partage, avec les autres, si on n'est pas capable de se faire du bien à soi-même, essayons d'en faire aux autres et un jour ça reviendra en fait. Donc ne jamais perdre, le
le moral. On n'est pas très longtemps sur cette terre, donc essayons de faire du bien, si ce n'est à nous, au moins aux autres. Tournons-nous vers les autres et ça le fera. Est-ce que tu peux nous décrire ton processus d'écriture aujourd'hui? Est-ce que tu as d'abord une idée et tu écris à partir d'une idée? Est-ce que tu travailles un peu sous forme d'écriture libre et puis après tu récupères ce qui te semble juste? Comment est-ce que ça fonctionne pour toi? Alors, ça sort tout seul. J'ai une chance incroyable, c'est-à-dire que l'idée va venir, je suis obligée de m'arrêter. C'est-à-dire que si je suis en voiture, je vais enregistrer, en mémo ou je vais me garer et je vais, balancer les mots. Je dirais même qu'au moment où ça se passait très mal, où j'étais mal, j'appelais ça «vomir les mots», ce qui n'est pas très bien, mais c'était ça qui se passait et je n'aurais pas pu continuer si je les balançais pas sur le papier. Ils arrivent déjà avec, ils riment. Voilà, les phrases riment, toutes les idées sont déjà lancées et une fois que j'ai écrit tout ce que j'avais à lancer, je laisse reposer et on va dire une demi-journée après ou une journée après, je vais me remettre dessus. Je vais vérifier, je vérifie les rimes, je vérifie, les pieds et cetera. Si un mot, voilà, rime pas correctement, je vais un peu changer des choses, mais j'ai quand même la chance je dirais qu'au bout d'une demi heure, le poème, il est tapé et il sonne, quoi. Enfin, voilà, il est fait en 2 fois. Il y a un peu de travail, on est d'accord, il y a un travail derrière, mais il y a quelque chose de oui, 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 je dis souvent que je n'ai pas de mérite, c'est-à-dire que ça sort tout seul. Ça sort, c'est déjà ça rime et cetera et je fais souvent rire les gens parce que je dis que c'est plus difficile pour moi de les lire que de les écrire. Voilà. Donc j'ai un processus, créatif, qui demande un peu de travail, mais qui à la base est quand même très, très naturel. Tu disais tout à l'heure qu'aujourd'hui tu écris des poèmes qui sont sur des tendances un peu plus joyeuses. Est-ce que il y a quand même une forme d'introspection? Est-ce que tu gardes ce côté transposition d'une expérience vécue ou pas? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Je peux pas écrire sur quelque chose de léger, sans fondement, on va dire. Donc bien sûr, j'écris des choses plus gaies parce que je fais beaucoup de peinture, je dessine, donc j'associe les couleurs avec la vie, enfin voilà, donc j'associe la rentrée dans la vie à nouveau avec comme un mouvement, une danse, parce que j'aime danser, donc je rentre à nouveau dans la danse, des choses comme ça. Mais c'est toujours sur de l'introspection, sur tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et qui me donne envie d'écrire des choses plus belles. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Ben, par exemple, un des derniers poèmes que j'ai écrit, les poèmes que j'ai écrits ces derniers temps, il y en a un qui va s'appeler «La valse des couleurs» et qui va parler de moi quand j'écoute de la musique. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je fais avec les couleurs et qu'est-ce que ça va produire, en fait? Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est dansant, ça pourrait être chanté un jour mais ça parle quand même de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi quand j'écoute de la musique et que j'ai un crayon dans les mains ou un pinceau. Et j'en ai un autre que j'ai écrit parce que j'étais en train de jardiner enfin dans mon jardin, j'ai envie de dire, parce que ça faisait 2 ans que j'avais pas mis les pieds dedans pour faire quelque chose de productif et hem et mmh et donc le truc, c'est qu'est-ce que c'est qui est en train de frapper en moi? Ben, c'est la vie, en fait. Je suis dans mon jardin et il se passe des trucs avec les couleurs, il se passe des trucs, je me reconnecte et la vie, elle est en train de se dire: «Bah, oh coucou, je suis là». Donc je trouve que c'est super chouette parce que c'est une vraie introspection, «Mais qu'est-ce qui se passe là en ce moment, au fond de moi?» Bah, tiens, c'est ça en fait et bah, voilà, moi ça me plaît. En tout cas, voilà, c'est encore des choses que j'écris et qui me font du bien, qui me plaisent et puis on verra bien quel sera l'avenir de ces choses que j'écris, quoi. Je referai pas un recueil, je pense. Je trouve que c'est voilà, 80 poèmes, sur un thème, je sais pas. J'ai plus envie d'écrire sur ce format-là, mais tout ce que j'écris là, un jour, je serais bien heureuse que ça soit musical. Voilà. Est-ce que plus tard, tu pourrais animer des ateliers d'écriture ou des ateliers en tout cas qui permettent aux personnes aussi d'entrer dans une forme de lâcher prise vis-à-vis de leurs émotions? Parce que là, du coup, toi, tu transmets tes poèmes, mais est-ce que chacun pourrait pas aussi produire quelque chose qui va lui permettre de transcender un événement?
C'est possible. J'ai plutôt tendance à me dire que ça serait sur du dessin ou même du chant, parce que je chante aussi. Heu, j'ai tellement l'impression de alors c'est bizarre quand même parce que je suis autrice d'un recueil de poèmes. J'ai pas l'impression d'être, légitime dans la place pour aider quelqu'un à écrire puisque moi c'est tellement, quelque chose que je travaille un peu, mais qui m'est naturel, j'arriverai pas à me dire, «Est-ce que je suis capable d'aller animer un atelier et d'aider quelqu'un, hem, à sortir ce qu'il a à sortir de lui sous forme d'écrit?» Je sais pas, mais en tout cas, si je suis prête à essayer, je suis curieuse de tout, donc pourquoi pas? Avec plaisir. Tu parlais de vouloir devenir art-thérapeute, tu penses que ça te donnerait une légitimité supplémentaire pour le faire? Certainement, en tout cas, je trouve que les arts thérapeutes, il y a toutes sortes d'arts. J'appelle ça c'est comme une pelote pour moi. Il y a plein de fils, sur la pelote et on va aider les gens à tirer sur certaines pelotes et moi, je pense que ma sensibilité, ma manière de m'exprimer fera que les gens qui viendront un jour faire de l'art-thérapie avec moi, le feront avec un certain état d'esprit et je les amènerai sur les fils qui leur correspondent à eux. Donc, mmh, voilà, oui, oui et là, peut-être qu'il y aura aussi l'écriture. J'avoue que je la mets à côté, l'écriture, c'est-à-dire que je peux je le fais déjà, je fais faire du scrapbooking à des amis, je partage ça, ou du dessin dans mes cours de peinture. Je veux dire: «Bah, tiens, est-ce que tu mettrais pas telle couleur avec telle couleur?» Avec les enfants malades, c'est un peu ça: «Bah, tiens, regarde comme ça fait joli, est-ce que là, tu pourrais pas exprimer ça?» C'est comme ça que je vois mon futur métier. L'écriture, je sais pas comment je pourrais la transmettre. Peut-être que la réponse te viendra un peu plus tard. Exactement. En fait, tout m'arrive au moment, nécessaire, donc je me fais pas de soucis. Isabelle, si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais? Alors, par les enfants. Par les enfants parce que j'ai une grande foi en nos futures générations. Et pour changer le monde, il faut passer par eux. Il faut leur apprendre, qu'est-ce que c'est que l'ouverture, qu'est-ce que c'est que la tolérance, qu'est-ce que c'est que le respect. Heu et de cette manière-là, on va un jour changer le monde. J'ai l'impression qu'on ne pourra pas changer les plus âgés, j'en fais pourtant partie, mais pour tout, moi par rapport au handicap, par exemple, je sais que plus le handicap, est présenté de manière naturelle aux enfants et plus il est accepté et on ne regarde plus du tout les personnes, en situation de handicap de la même manière aujourd'hui. Pour les enfants, il y a des choses qui sont tout à fait naturelles, alors que pour un adulte, c'est quelque chose où même peut-être on pourrait détourner le regard donc l'espoir, c'est les enfants et pour changer le monde, il faut éduquer nos enfants correctement. Merci beaucoup Isabelle. Avec grand plaisir. Merci pour cet échange, Alex. À bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Mais avant de se dire au revoir, voici les 3 pépites que je retiens de mon échange avec Isabelle. Tout d'abord, que lorsqu'on ressent des émotions denses comme le chagrin, la tristesse ou la colère, le fait de passer par une production artistique permet de les transmuter, tout en acceptant de se laisser traverser. De cette manière, on évite de les refouler, mais on évite aussi de se laisser submerger. Créer permet de sortir ce qu'on a à sortir, pour reprendre l'expression d'Isabelle, de façon naturelle, sans forcer, sans précipiter, et ainsi de commencer à poser les briques d'une reconstruction. Ensuite, que dans un processus de sublimation par l'art, il n'y a pas de recherche esthétique. À l'instar de l'art-thérapie, ce n'est pas fait pour être beau ni même pour être lu, c'est d'abord et avant tout fait pour se faire du bien, pour nous parler à nous qui créons. Le côté esthétique et exploitable de la démarche, ne voyez dans l'utilisation de ce terme aucun jugement de valeur, ne vient qu'après, une fois la phase d'introspection terminée. Enfin, que l'intérêt premier de l'art est avant tout de partager des expériences et des ressentis. Les dérives de notre société moderne qui ont fait de l'art un produit destiné à être vendu, et donc réfléchi en tant que tel depuis le départ, ont tendance à nous faire oublier que l'art, c'est quelque chose qui part de nous, de notre vécu, de notre rapport au monde, et qui, par sa transposition en objet créatif, tend à une forme d'universalité. Le travail d'Isabelle suscite des émotions chez ses lecteurs, mais force est de constater qu'il est aussi utile à sa psychologue par exemple pour expliquer de manière simple et concrète ce que ressentent les personnes en deuil. Si le podcast vous a plu,
N'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail d'Isabelle, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.